société. En quelques mots, je me permets d'introduire Christelle Crève, que tout le monde connaît bien sûr. Donc, Christelle Crève est conservatrice générale des bibliothèques, actuellement chef du service des musées de France et donc adjointe au directeur général des patrimoines et de l'architecture. Christelle Crève a pris ses fonctions au service des musées de France le 1er octobre 2022 et a eu à cœur de soutenir notre journée, ce pourquoi nous la remercions tout particulièrement. De par son expérience et en bibliothèque et dans le réseau culturel français à l'étranger, sans oublier le réseau des DRAC, puisqu'elle a été DRAC à la fois en Alsace puis en Grand Est, elle a à cœur de partager avec nous cette thématique et de l'introduire auprès de vous. Donc Christelle, je vous cède la parole sans plus tarder. Merci beaucoup Estelle. Monsieur le Président, cher Xavier, chers toutes, chers tous, merci d'abord d'être présent et actif aussi pour cette journée qui s'annonce, je crois, absolument passionnante et qui surtout pose un vrai sujet auquel je suis confrontée tous les jours en tant que chef du service des musées de France. Mais auquel je me suis trouvée très souvent confrontée dans mes différentes fonctions, à savoir la question de la transversalité et du décloisonnement, qui sont des problématiques absolument fondamentales pour qui veut élaborer, conduire, mettre en œuvre des politiques publiques. Je m'explique. Lorsque je suis arrivée à mon poste, mais évidemment aussi dans mes différents postes antérieurement, j'ai pu constater à quel point nous avions d'abord la chance d'avoir des collections extrêmement riches, mais aussi extrêmement diverses, bien gérées de manière générale, même si on pourrait s'attendre à ce on ait davantage de moyens ou davantage d'outils pour le faire encore mieux, mais aussi à quel point souvent on pouvait être, je dirais, cantonné, spécialisé dans un secteur et même si, enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais comment finalement, l'enjeu c'était comment sortir de ce strict champ spécialité pour tirer le meilleur de nos collections, parce qu'on a la chance en France d'avoir des collections publiques extrêmement riches et extrêmement diverses, comme je le disais à l'instant, et surtout comment, avec ces collections, on élabore un parcours qui va être compréhensible pour la population qu'on souhaite toucher. Parce que l'enjeu de nos politiques culturelles, c'est bien qu'on ait le public le plus large possible et que la population se sente concernée par le patrimoine qu'on a la chance de conserver dans notre pays. Je dresse peut-être un constat un peu sévère, parce qu'il est vrai que depuis quelques dizaines d'années maintenant, on s'est évidemment confronté à la manière à cette question de la transversalité et donc à la manière de la développer, à la manière de traverser, enjamber ces différentes cloisons. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, cette journée d'études, ce webinaire, comme on dit, vient à point nommé pour dresser un premier bilan de l'existant, des bonnes pratiques aussi, voir comment certains collègues, dans leur contexte, que ce soit dans les musées de société, mais aussi dans les musées de beaux-arts, ont pu répondre à cet enjeu. Alors, je ne serai pas très longue parce que je crois important de laisser la parole aussi à Xavier de Lasselle qui introduit cette journée avec moi. Je voudrais remercier tous les participants aux 8 séances de travail qui ont permis d'élaborer le programme qui vous est proposé aujourd'hui. Vous verrez que ce programme permet de revenir sur les différentes figures visionnaires sur la question de la transversalité,
Ce programme permet aussi d'avoir une vraie réflexion métier sur les terminologies, sur les techniques aussi, sur la manière de traiter tel ou tel type de collection, de dénommer tel ou tel type de collection. Mais surtout, ce programme va vous permettre d'avoir un petit retour arrière sur des réalisations en termes de parcours permanent et la manière d'assembler, de proposer des circulations avec différents types de collections. Et enfin, et surtout, j'y reviens, la question des publics. Il y aura une session qui sera spécialement dédiée à cela. Euh, à qui s'adresse-t-on et comment le fait-on? Et je crois que ça reste un sujet extrêmement central dans tous les projets scientifiques et culturels que vous pouvez conduire ou accompagner les uns ou les autres. Donc, j'y tiens tout particulièrement parce que on peut le constater, un certain nombre de nos concitoyens ne se sentent pas concernés par la culture, en tout cas pas forcément par la culture que nous proposons dans nos établissements. Je parle des musées, mais je, je parle des structures culturelles publiques dans leur généralité. Il est absolument essentiel qu'on trouve le contact avec la population. En même temps, je pense que la majeure partie des Français sont très attachés à leur patrimoine, très attachés au fait que les collections sont inaliénables, très fiers aussi des collections qui sont conservées dans leurs musées, petits, moyens, grands, nationaux, territoriaux, associatifs. Donc, c'est un paradoxe. Il nous revient à nous, professionnels, de répondre à ce besoin de culture. Il est manifeste et à le faire avec des outils, des techniques qui permettent de générer ce dialogue. Ça n'est pas simple, ça ne l'a jamais été, mais je crois qu'aujourd'hui, ça devient absolument urgent. Un dernier mot, je voudrais remercier très sincèrement Xavier Delacelle pour cette collaboration. C'est important de travailler avec les réseaux. C'est une des missions que m'a demandé d'assumer Jean-François Hébert lorsque j'ai pris ses fonctions. Et à saluer Xavier en tant que directeur d'un très beau musée à Lyon et qui lui-même a je crois, beaucoup retravaillé son parcours permanent avec son équipe et à travers lui, tout le réseau des musées de société et des musées et des écomusées. Ils sont absolument essentiels justement pour faire vivre euh, la- les collections sur les territoires. Je voudrais remercier également Anne Dressen, qui a mené, je crois, qui a encadré de manière scientifique hein, les différents groupes de travail qui ont préparé cette journée. Je voudrais remercier aussi Sylvain Amic, qui d'ici quelques minutes nous fera l'amitié d'une conférence, d'une intervention, de réaliser pardon, une intervention inaugurale. C'est à 9h50. Donc Sylvain Amic, je ne sais pas s'il est nécessaire qu'on le présente, mais c'est notre tout récemment nommé président de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valéry Giscard d'Estaing. Et auparavant, il a été conseiller musée et métier d'art auprès de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Et auparavant, il a dirigé la réunion des musées métropolitains de Rouen. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants qui ont accepté de venir partager leurs pratiques et leurs expériences. Et vous me permettrez d'avoir un mot de remerciement très particulier, chaleureux à l'égard de l'équipe du SMF, la petite équipe du SMF qui a monté cette journée avec la FEMS, à savoir Estelle Guy-Début, Camille Chenet, mais aussi et surtout Bénédicte Roland-Villemot et toute l'équipe de la sous-direction de la politique des musées.
Voilà ce que je voulais vous donner comme message en introduction de cette journée. Merci de votre écoute et très bons travaux à tous. Xavier? Merci infiniment, chère Christelle, pour vos mots d'introduction qui posent bien le cadre d'échange de cette journée. Et donc, nous allons désormais donner la parole à Xavier de Lasselle, que je présentais tout à l'heure donc, comme président de la FEMS. Et Christelle Creff rappelait à l'instant des fonctions actuelles, Xavier, en tant que directeur du musée de Gadagne à Lyon, mais aussi donc responsable du pôle des musées d'histoire et de société de Lyon dans son ensemble. Et là encore, à l'instar de Christelle Creff, tu incarnes un parcours extrêmement ouvert et diversifié sur un plan professionnel, puisque toi, l'archiviste, tu as entamé ta carrière professionnelle dans le domaine des archives pour ensuite finalement tendre vers un engagement plus muséal, si l'on peut dire. Et donc, à ce titre, il était doublement justifié de te convier dans ce webinaire, et parce que tu représentes ce réseau des écomusées de société qui ont posé le sujet déjà depuis un certain temps, mais aussi parce que tu as ton vécu et que tu incarnes une certaine approche des collections. Donc, nous te laissons introduire à ton tour cette journée, Xavier. Merci beaucoup. Merci Estelle. Bonjour Christelle. Merci Estelle. Et je commencerai par là où Christelle Creff a terminé. Et donc, je la salue à mon tour et par des remerciements. Alors, je ne vais pas énumérer, mais vraiment, je souhaitais vous remercier très sincèrement, chère Christelle, et toutes vos équipes pour cette proposition de collaboration entre le service des musées de France et la Fédération des écomusées et des musées de société, qui nous a paru très tôt comme presque une évidence, s'agissant de ce sujet de la transversalité. Et effectivement, c'est d'autant plus heureux que c'est aussi l'occasion pour la FEMS de revenir sur ses fondamentaux, notamment l'écomuséologie, la muséologie sociale, qui conduit les musées de société à se centrer sur leur territoire, sur la relation avec leur public, avec les personnes, pour ensuite envisager les collections dans des approches décloisonnées par nature qui pourraient être potentiellement affranchies des questions de catégorisation. Et je voudrais donc à cet égard saluer la pertinence du sujet de ce webinaire, qui rejoint plus précisément les thématiques de réflexion de ces dernières années qui ont été accompagnées par la FEMS dans le cadre notamment des rencontres professionnelles qui ont eu lieu ces dernières années, dans les années 2020, 21, 22, 23, sur en particulier la question des expositions, la question des muséographies, et plus récemment, en 2023, la place de la création contemporaine dans les structures des musées de société, la place de l'art ou de la création contemporaine dans les collections et les expositions des musées de société. La dernière rencontre de ce point de vue-là avait eu lieu en 2023 en Alsace, et d'ailleurs, Bénédicte Roland-Villemot et Estelle Guy-Début avaient eu l'occasion de rendre compte de l'état d'avancement des travaux de ce groupe de travail sur la transversalité, ce qui était un moment aussi d'échange. Ce que je voudrais dire, peut-être pour entrer un peu dans le sujet, c'est en particulier revenir sur ce qu'exprimait ma prédécesseur Céline Chanas, qui interviendra d'ailleurs cet après-midi, dans une introduction qu'elle a donnée sur la publication des communications présentées aux rencontres professionnelles de la FEMS en 2023 sur la place de l'art contemporain, qui rappelait l'ancienneté de la place des artistes et des créations artistiques dans les musées de société, en signalant en particulier la figure tutélaire de Georges-Henri Rivière et de son lien avec les artistes de son époque, de sa double, finalement lui-même, son double intérêt à la fois pour l'observation de la société, mais aussi l'idée d'un musée inscrit dans son temps et en lien avec la création artistique dans toutes ses expressions.
Et donc, le choix, j'insiste sur cette particularité, sur la question de la création contemporaine dans sa relation avec les musées de société, dans cette conclusion de ce cycle de rencontres, on avait pu insister sur le fait que, à la différence des musées d'art, dans le cas d'un musée de société, cette rencontre avec la création contemporaine, la confrontation avec des objets qui relèvent d'autres, enfin, en fait, ça revêt la place des collections, la place des objets qui relèvent d'autres domaines, revêtent une valeur beaucoup plus liée au discours, une valeur discursive. Est-ce qu'il s'agit à ce moment-là de mettre en perspective nos collections, de tisser des liens entre les objets et les savoir-faire d'hier et ceux d'aujourd'hui, et également de le replacer dans une approche pluridisciplinaire. Peut-être ce qu'on pourrait également se dire, c'est que, bien sûr, les concepts de transversalité, de décloisonnement sont très larges, sont très ouverts, et appliqués au monde muséal pourraient nous conduire à aborder de multiples sujets, pour ne pas dire tous les sujets. Et il peut être utile, et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé dans la construction du programme de la journée, de tenter de sérier les problématiques, de qualifier les enjeux de manière plus précise, notamment en distinguant peut-être la question de la catégorisation des collections d'un point de vue taxonomique qui est légitime quand il s'agit d'apporter des réponses aux questions de conservation préventive ou aux questions d'études scientifiques de ces collections en rapportant leur typologie à la discipline scientifique pertinente. Mais lorsqu'on aborde la question de leur raison d'être dans le musée, de la finalité de leur présentation au public, de leur mise en exposition, les choses commencent à se complexifier. C'est là que se situent, à mon sens, les enjeux les plus importants. Et de ce point de vue-là, la question muséographique puis scénographique pose de nouvelles questions sur le statut et sur le rôle que l'on fait jouer aux œuvres et aux objets, surtout si l'on considère l'exposition comme un acte créatif, sinon artistique, et une création collective qui conduit à de multiples expériences qui sont très nombreuses dans les musées de société depuis longtemps et dans les écomusées, depuis le Québec jusqu'à Neuchâtel, où nous comptons des adhérents aussi au sein de la FEMS, mais bien sûr en France, en particulier, alors, il y a de nombreuses expériences un peu partout dans les structures du monde rural ou des zones montagneuses ou des zones éloignées ou des centres urbains, mais même simplement en considérant l'axe PLM, l'axe Paris-Lyon-Marseille, depuis le Musée national de l'histoire d'immigration jusqu'au MUSEM, en passant par le Musée des Confluences, qui vient d'adhérer à la FEMS, et que j'ai envie d'évoquer en voisin lyonnais, Musée des Confluences, dont le nom même et le projet muséographique symbolisent à lui tout seul, finalement, la question du décloisonnement. Donc, il s'agit, dans ces sujets-là, de jouer avec la frontière entre le document et le monument, entre l'objet utilitaire et l'œuvre inutile, l'œuvre qui ne relève pas de l'utile, l'archive comme témoignage involontaire et l'œuvre chargée d'intentionnalité. Autant de potentialités que le décloisonnement permet, en prenant en compte la liberté qu'on peut souhaiter laisser à la diversité des visiteurs qui, on le sait, seuls achèvent et accomplissent par leur expérience et leur regard le travail de l'exposition. En somme, la thématique que nous allons aborder ensemble aujourd'hui est infinie, et même après les réunions du groupe de travail et même après ce temps de webinaire, cette thématique ne cessera de nous mettre au défi et a déjà l'immense avantage de nous réunir aujourd'hui entre collègues de différents horizons et de connecter encore davantage nos mondes professionnels qui sont parfois trop cloisonnés, ce qui n'est pas le moindre des bénéfices que l'on peut attendre de cette journée. Donc, dans cette belle perspective, je vous souhaite à toutes et à tous de beaux échanges transversaux et connectés. Merci beaucoup Xavier pour ces mots d'introduction tout à fait justes et qui ouvrent déjà de nombreuses pistes de réflexion. J'ai vu que Sylvain Amic était également connecté, donc sans plus attendre, je vais également le présenter en quelques mots, même si, comme le rappelait Christelle Crève, tout le monde le connaît ici. Sylvain, vous êtes conservateur général du patrimoine. Depuis avril dernier,
Vous êtes président de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valéry Giscard d'Estaing. Mais auparavant, vous avez eu aussi un très riche parcours et bien compris dans le milieu des musées territoriaux. Donc, votre parcours professionnel a conduit vos pas d'abord à Montpellier, au musée Fabre, où vous avez accompagné le chantier de restructuration et redéfini le projet scientifique et culturel du musée, en faisant notamment le choix de l'ouvrir à l'art contemporain. Puis, vous êtes ensuite nommé directeur des 3 musées de la ville de Rouen, avant de prendre en 2016 la tête de la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie, qui venait d'être créée donc pour rassembler les 11 musées du territoire. Autant dire, là encore, que votre approche des collections est des plus diversifiées et des plus riches. À ce moment-là, à Rouen, vous avez lancé l'aménagement du quartier des musées et aussi le projet Beauvoisine, dont nous parlons beaucoup. Nouvel équipement qui fusionne à la fois les collections d'antiquités et celles d'histoire naturelle du muséum dans une approche qui se veut transdisciplinaire, ouverte aussi sur la recherche et les interrogations d'aujourd'hui. On le sait, vous avez été commissaire de très nombreuses expositions et par rapport à l'action portée par le ministère de la Culture, je me permets de rappeler que vous avez également participé à la mission de réflexion Musée du XXIe siècle, nous y sommes, et également co-dirigé le catalogue des désirs l'année 2018. Une initiative alors du ministère pour encourager la circulation des œuvres, l'encourager davantage, disons, la circulation des œuvres des collections nationales dans tous les territoires. Vous avez été conseiller auprès de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Vous étiez alors en charge des musées, des métiers d'art, du design et de la mode, autant de champs d'expression que nous aborderons aussi dans cette journée. Et donc, aujourd'hui, je le disais en introduction, vous présidez aux destinées du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie. Et donc, à ce titre, nous souhaitions vous écouter, Sylvain, pour une conférence inaugurale qui sera sans doute le fruit de vos réflexions, de vos actions aussi que je viens de rappeler, et sans doute aussi de vos projets à venir. Donc, nous vous écoutons et comme vous le savez, vous avez près de 30 minutes de parole pour cette conférence inaugurale. Merci infiniment. Merci beaucoup Estelle et merci à tous et à toutes de m'accueillir dans votre webinaire. Je trouve que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement symbolique de voir que la Fédération des écomusées et des musées de société choisit finalement pour une conférence inaugurale un conservateur des beaux-arts qui n'a jamais fait partie de cette fédération et qui aurait pu effectivement s'en tenir éloigné pendant toute sa carrière. Donc j'ai vu aussi que dans votre programme, c'est justement cette grande mixité des interventions que je trouve très remarquable et que de très nombreux collègues que nous connaissons et qui témoignent d'une approche souvent renouvelée et transversale des collections interviendront depuis des positions qui sont plutôt celles des beaux-arts dans ce webinaire. Donc je trouve que la mixité commence effectivement par la mixité des professionnels. Oui, vous l'avez bien dit, dans ma carrière, j'ai finalement évolué d'une position de conservateur strictement beaux-arts, qui à ses débuts n'avait qu'une angoisse, c'était de se retrouver dans un musée où il y aurait une diversité de collections. Donc le pire étant pour moi à ce moment-là les oiseaux taxidermisés qui étaient pour moi un épouvantail absolu. Donc j'ai choisi de commencer ma carrière dans un musée des beaux-arts qui ne voulait faire que des beaux-arts, le musée Fabre à Montpellier. Et c'est vrai que le projet scientifique et culturel que l'on a conduit était tout entier tourné vers l'excellence, les beaux-arts et même, je dirais, en exfiltrant au-delà puisque pour ceux qui connaissent l'établissement, au-delà du bâtiment premier, les collections d'art décoratif qui ont été isolées dans un autre bâtiment séparé du premier. Donc je parle d'une position extrêmement, comment dire,
dire, réfractaire à la question de la mixité. Et à l'inverse, j'ai pu, par des expositions, puis par la direction de musée et la réunion d'établissements séparés, découvrir tout le potentiel de la mixité des musées, de la mixité des collections, et militer ardemment ensuite pour, au contraire, une forme d'unicité retrouvée, et en tout cas de collaboration dans nos projets. Euh, il me semble que, mais c'est pour tous les professionnels qui sont ici dans ce webinaire, c'est une tarte à la crème, mais il faut toujours quand même rappeler que l'origine de nos musées, c'est le cabinet de curiosité, le cabinet de la Chambre des merveilles, et que finalement, par, comment dire, le raffinement des connaissances, nous n'avons eu de cesse depuis lors que euh, de séparer les disciplines et petit à petit de perdre cette unité initiale. Or, le cabinet des merveilles, cabinet de curiosité, je trouve que les deux mots, merveille et curiosité, sont quand même encore aujourd'hui, des ressorts puissants pour l'intérêt des publics, pour les collections. Et on peut se demander si la démarche scientifique, de classement, taxonomie, de spécialisation, de différenciation des disciplines, n'a pas conduit finalement à perdre cette curiosité et cet émerveillement qui serait perdu peut-être pour de l'admiration, du respect, de l'expertise et un éloignement du public des spécialistes que nous sommes, qui ont un discours extrêmement élaboré sur nos collections. Euh, Cette séparation des savoirs, elle commence finalement entre art et science, première séparation qui, à mon avis, est extrêmement nuisible, et puis ensuite au sein des arts, entre beaux-arts et arts appliqués. Et puis on pourrait continuer au sein des beaux-arts entre peinture et sculpture, et puis au sein de la peinture, on pourrait continuer entre les écoles, les époques, jusqu'à arriver au summum qui est la peinture française du XVIIe siècle. Mais quand on est arrivé là, on est un peu tout seul. Donc, il nous manque beaucoup de, à mon avis, d'expertise, mais aussi de capacité finalement d'accrocher l'attention de nos visiteurs. Alors ça, c'est une situation qui est celle peut-être des grands musées, effectivement. Et il ne faut évidemment jamais perdre de vue que dans les 1230 musées labellisés Musées de France, les musées plus modestes, plus petits, sont souvent ceux où on garde encore cette diversité de collections et cette peut-être curiosité tous azimuts et cet émerveillement que le visiteur peut ressentir devant cet entassement d'expression, de savoir, de connaissances. Or, il me semble que croiser nos disciplines, c'est toujours ajouter du sens à l'objet. Quelques exemples. euh, on peut avoir un discours extrêmement élaboré sur les bronzes antiques, sur les époques, sur les styles, sur les auteurs, etc., etc. Le seul fait de savoir que le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, et que le cuivre et l'étain ne sont pas produits au même endroit, et que cela suppose de faire du bronze, du commerce, des rencontres, et donc une organisation sociale, il est évident que, bien au-delà de la beauté des bronzes antiques, on peut dérouler tout un discours assez intéressant à notre époque sur justement les flux de population, les échanges, les migrations qui sont tout à fait éclairants. Au musée Beauvoisine à Rouen, il y a une croix absolument magnifique qui est sertie de pierres de taille, la croix de Mathilde Lampresse. L'étude des pierres
Certi montre que, et on pourrait faire la même chose avec n'importe quel reliquaire de l'époque médiévale, montre que les pierres provenaient de l'Orient lointain, de l'Asie centrale, de l'Afrique, et que l'objet lui-même, ensuite, une fois élaboré, a connu lui-même des transferts en Europe, au Royaume-Uni, pour revenir ensuite jusqu'au musée de Rouen. Donc, le seul fait euh, d'aller au-delà de notre discipline d'histoire de l'art pour décrire l'histoire de l'objet, sa matérialité, finalement nous renvoie à des compétences et des connaissances bien plus larges que celles que nous avons, que nous professons dans notre spécialité unique, et susceptibles de, je crois, non seulement de susciter l'attention du visiteur, mais encore une fois, de resituer des problématiques contemporaines dans le temps et de montrer certaines continuités ou certaines ruptures, mais en tout cas d'élargir le champ de la pure admiration devant l'objet. Autre exemple, dans la différenciation entre les disciplines, la grammaire des styles, c'est vrai que dans les collections de beaux-arts, il y a les arts décoratifs. Au sein des arts décoratifs, on est évidemment beaucoup plus attentif à la matérialité des objets, mais on a tout intérêt, me semble-t-il, à faire appel aux métiers. Vous avez bien signalé que je m'étais occupé des métiers d'art au sein du ministère de la Culture pour élaborer, à la demande de Rima Abdul-Malak, une stratégie gouvernementale en faveur des métiers d'art. Les métiers d'art, c'est 280 métiers qui vont de la taxidermie à la couverture d'ardoise, en passant par l'ébénisterie, etc., etc. Il y a là un réservoir comment dire, de curiosité, mais aussi de savoir-faire qui mobilise autrement la relation à l'objet. Et je pense que montrer l'envers du décor, remontrer les processus de fabrication, c'est une démarche qui est susceptible là aussi de toucher chez le visiteur des cordes sensibles. Tout le monde a une pratique peut-être du bricolage ou de la reliure. Enfin, tout le monde a des hobbies qui résonnent avec les métiers les métiers d'art, les métiers qui ont produit des objets que nous montrons, ou qui les conservent, et qui sont susceptibles d'être des points d'accroche pour le visiteur. Un éclaté de commode boule nous révèle la complexité de l'assemblage, le nombre de pièces et de matériaux et donc d'opérations qui ont conduit à la perfection qui est conservée dans nos musées, qui est restituée par nos musées, mais montre aussi tout le processus de fabrication et on pourrait dire la même chose bien sûr pour un Airbus ou pour un bijou ou pour un tableau. Cette matérialité des œuvres est un des points d'entrée de la curiosité des visiteurs qui n'ont, eux, pas reçu, dans la majeure partie des cas, un enseignement en histoire de l'art, en histoire des styles ou même en histoire des sciences. Autre exemple de cet enrichissement, dans une rencontre organisée par l'INP et l'INHA sur les collections et comment dire, les solutions de partage des collections, j'ai fait la connaissance de Marc Pignal, qui fut le directeur de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle, et il passait juste après moi, et il expliquait comment, avec le herbier du muséum, ils avaient impliqué dans le traitement des planches le public par l'opération qu'ils ont appelée les herbonautes. Bon, vous connaissez certainement cette opération, mais l'exemple qu'il a donné était tout à fait pour moi lumineux, puisque Marc Pignal dit donc dans une planche d'herbier, le spécimen importe peu, on est tout à fait capable de le reconnaître. En revanche, l'étiquette, elle, est passionnante parce qu'elle nous donne le lieu, la date et le nom de la personne qui a fait la récolte. Et il prend comme exemple une planche d'herbier, il dit, vous voyez, cette planche, c'est un coquelicot. Bon, mais quand on voit qu'il a été récolté par quelqu'un qui s'appelle Hoche des Monnaies
que ça a été récolté à Giverny et que c'est en 1892, cette planche d'herbier prend un relief particulier. Et pour l'historien d'art que je suis, et spécialiste en plus de l'impressionnisme, qui était à ce moment-là à Rouen, à quelques encablures de Giverny, c'était une révélation. C'est-à-dire que aucun historien de l'art n'avait connaissance du fait que la famille Monet avait créé un herbier scientifique et avait eu une démarche très rigoureuse à l'appui, enfin à l'appui, en tout cas accompagnant les sorties en plein air de Claude Monet, de Blanche Hochdé, et c'était les deux fils de Claude Monet, Jean-Pierre et Michel, qui ont réalisé cet herbier, Jean-Pierre étant devenu lui-même un membre de la Société française de botanique et a publié une flore de l'heure. Donc évidemment, vous voyez que la compréhension qu'on a de la peinture de Claude Monet, de son jardin de Giverny, prend une toute autre coloration à partir du moment où cette information est connue. Et cela nous a conduit, je peux en reparler, à créer à Rouen une exposition, l'herbier secret de Giverny, où nous avons confronté et le matériel d'herboristerie et les planches réunies par la famille Hochdé-Monet et les tableaux de Blanche Hochdé et de Claude Monet. Donc, on a tout intérêt à restituer au public la diversité des collections, la diversité des métiers, la diversité des connaissances, et militer finalement pour retrouver cette réunion de musées, cette unicité originelle perdue. Et c'est effectivement ce que nous avons mis en œuvre à Rouen avec la réunion des musées métropolitains. Donc l'exemple de Rouen est assez éclairant, mais il y a dans l'Assemblée beaucoup de collègues qui travaillent dans des directions de musées, mais simplement sur Rouen, 11 musées territoriaux qui appartenaient à quatre collectivités différentes qui travaillaient très peu entre eux et qui étaient divisés en musée des beaux-arts, musée de technique, musée littéraire, musée d'histoire, musée de sciences, appartenant, je disais, à quatre collectivités différentes, ce qui veut dire des processus de travail distincts, des horaires distincts, des opérations de communication séparées finalement au sein de chaque établissement des collections en déshérence puisqu'elles ne pouvaient pas bénéficier de l'expertise croisée de l'équipe. Donc ce qui a été fait à Rouen, cette réunion de musées, rejoint ce qu'on peut retrouver à Marseille, à Nancy et ailleurs, mais ce n'est pas le cas quand même de toutes les collectivités. Or, on voit bien que on a tout intérêt sur le plan déjà des mutualisations de ressources et de moyens à réaliser ce type de rapprochement, mais surtout que la circulation des publics entre ces établissements est une gageure extrêmement complexe et que après aujourd'hui on est bientôt à 10 ans de la réunion des musées métropolitains à Rouen, on est encore au début du croisement des publics. Donc cette segmentation en fait de nos collections et de nos établissements, elle a conduit à une séparation des publics et le seul fait de réunir dans un même programme annuel la programmation de l'ensemble des musées métropolitains a été pour certains publics une découverte complète, accompagnée parfois d'un rejet. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la partie, par exemple, scientifique, et je ne m'intéresse pas aux beaux-arts. Donc, on a un énorme travail de conviction pour montrer effectivement que pour mettre en avant les porosités entre les disciplines et les collections, et surtout l'enrichissement que provoque la réunion des disciplines. C'est tout le projet que mène Mathilde Schneider effectivement à Rouen avec le projet Beauvoisine, qui en lui-même résultera de la réunion de deux établissements, le musée d'histoire naturelle et le musée des antiquités, deux établissements qui depuis leur création, donc on est en 1830, sont dans le même bâtiment et n'avaient jamais travaillé ensemble. Mathilde a réuni les deux équipes, elle a percé les portes, percé les murs pour créer des communications, et
les collections se pouvoir réinterroger et finalement convoquer dans un grand récit de l'histoire du territoire qui part des temps géologiques et qui arrive jusqu'au monde contemporain en mixant finalement les disciplines et les collections dans un discours scientifique absolument maîtrisé et chronologique où les repères usuels du public ne seront évidemment pas négligés. Donc, l'exemple que donne toujours Mathilde, et je le trouve très éclairant, c'est cette magnifique Vierge en ivoire allaitant le Christ, qui date du XIIIe siècle, et en faisant l'inventaire des apports des disciplines et des regards que l'on peut apporter sur cet objet, on en voit la richesse, et on comprend vite que le contrapposto magnifique de cet objet, le déhanchement de la Vierge, si on a un naturaliste qui regarde, il nous dit tout de suite qu'effectivement, c'est la courbure de la défense de l'éléphant en ivoire qui provoque cette particularité disons, c'est tout le génie du créateur et de l'artiste d'avoir pu exploiter cette courbure, mais au départ, là aussi, tout le récit de l'objet et de sa fabrication nous emmène sur des terres lointaines et sur des croisements de disciplines tout à fait éclairants. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour mettre en œuvre cette transversalité? Bien entendu, des réunions de musée, des fusions de collections, etc. Mais ça, ce sont des travaux, je dirais, un peu herculéens. Mais on peut tout à fait aussi inventer des formats, faire entrer la diversité dans les beaux-arts et réciproquement, c'est-à-dire que quand nous avons fait cette exposition sur l'herbier secret de Giverny, c'était au musée d'histoire naturelle de Rouen, et c'était bien la première fois qu'on y voyait des tableaux impressionnistes. Donc là aussi, vous voyez, les frontières ne sont pas toujours les frontières les mieux gardées ne sont pas toujours là où on pense. En tout cas, ce que nous avons constaté à Rouen, c'est que des formats nouveaux comme le temps des collections, qui mobilisent autour d'un thème commun l'ensemble des musées, fait converger les travaux et les projets, les programmes vers un temps unique de célébration et de restitution au public, était un moment pertinent. Le dernier temps des collections date, il est sur le thème du fleuve, et on voit bien que aussi bien le fleuve dans l'imaginaire et dans les beaux-arts, bon, je ne vous fais pas un dessin avec les impressionnistes, mais évidemment aussi bien d'autres représentations, c'est un sujet pertinent, mais que la force motrice du fleuve est un sujet tout à fait pertinent pour les musées de technique, qui d'ailleurs à Rouen, pour certains, tiraient leur énergie de la force motrice de l'eau, et évidemment dans les musées naturalistes, l'écosystème qui relie les hommes et la faune et la flore du fleuve est un sujet en soi intéressant. Donc, cette saison qui fait converger ces notions est devenue une habitude de travail à Rouen, et je crois qu'on a tout intérêt, quand bien même nos musées sont séparés, ne sont pas sous la même tutelle, etc., à privilégier ce type de rencontre. C'est aussi au sein peut-être des expositions qu'il faut créer ce type de diversité. Une des dernières expositions que j'ai faites, c'est l'exposition Salammbô, qui a été montrée à Rouen et au Mucem, qui partait de l'ouvrage de Gustave Flaubert, mais qui convoquait antiquité, beaux-arts, costumes, opéra, bande dessinée, objets populaires, qui montraient finalement qu'un ouvrage à succès, comme celui-ci, qui a marqué l'imaginaire au XIXe siècle, pardon, avait conduit, pardon, avait créé tout un ensemble d'artefacts dont la richesse témoignait finalement de la complexité du roman et de son succès au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc,
À nous, je crois, de mettre en œuvre cette diversité au sein de nos projets. Maintenant, effectivement, vous parliez du musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, c'est un cas intéressant. C'est un musée qui, au moment de sa conception, revendique la diversité des collections. On dit tout de suite, c'est un musée qui montrera pas simplement de la peinture, mais aussi les arts décoratifs, etc., etc. Bon. Moyennant quoi, le choix qui a été fait a été à l'inverse, et c'est le paradoxe du musée d'Orsay, d'isoler ces objets dans des présentations séparées. Donc les beaux-arts sont avec les beaux-arts, les sculptures avec les sculptures, et les arts décoratifs sont là aussi séparés. Et là, on est dans toute la complexité de restituer éventuellement des transversalités dans un bâtiment qui n'a pas été préparé pour. Et Michel Laclotte disait, vous voyez, là, on peut rapprocher les objets au sein des expositions, mais pas au sein des collections. Alors, j'adore Michel Laclotte, mais peut-être je peux me permettre de critiquer et d'imaginer que l'on pourra, au musée d'Orsay, provoquer cette rencontre. Et la première façon de le faire, ce sera dès l'année prochaine de nous inscrire dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art et d'inviter au sein du musée d'Orsay, avec le comité Colbert, mais aussi le mobilier national, les artisans, les maîtres d'art, à nous dévoiler les secrets de leur pratique et évidemment à les mettre en lien avec les collections. Le musée d'Orsay vient d'acheter une coupe absolument sublime de 1855 créée par Valentin Morel, qui était un orfèvre de très haute volée pour un collectionneur américain. Cette coupe qui avait demandé 3 ans de travail a réuni un nombre de disciplines artistiques, mais aussi de matériaux, que ce soit les émaux, que ce soit l'onyx, que ce soit l'or, etc., considérable. Donc, ne serait-ce que décortiquer, si l'on peut dire, cette réalisation et en montrer toute la complexité et faire le lien avec les savoir-faire d'aujourd'hui, me semble là aussi quelque chose d'éclairant pour le public. Voilà, je n'aurais pas beaucoup plus de choses à dire. Juste puisque vous avez évoqué le catalogue des désirs, rappelez que le catalogue des désirs, c'était 500 objets puisés dans les collections nationales qui allaient, là aussi, du chef-d'œuvre de la peinture, il y avait Georges de la Tour, il y avait Van Gogh, etc., aux objets populaires, il y avait le camion le nain gourmand, qui était le camion qui ouvrait le Tour de France qui appartient au musée du sport, en passant par les archives nationales et les textes fondateurs ou la robe d'Édith Piaf. Cette diversité de collections qui faisait le sel du catalogue des désirs, très curieusement, n'a pas été finalement exploité par les musées qui se sont emparés du sujet, puisque la plupart ont fait des choix qui étaient dans leur propre discipline. Donc on n'a pas eu malheureusement le camion du nain gourmand devant un musée des Beaux-Arts et la robe d'Édith Piaf dans un musée de société, mais ce qui prouve que même face à cette diversité de choix, et puisque donc le principe c'était que tous les objets étaient disponibles, pour un souci de cohérence scientifique, on reste souvent dans notre champ disciplinaire. Donc, je ne peux qu'inviter les collègues à pratiquer le pas de côté et à permettre, à inviter dans ces collections des objets exotiques. Ce fut le cas au musée d'Orsay qui, il y a 2-3 ans, avait un éléphant taxidermisé issu du musée d'histoire naturelle. Et je crois que c'est un des très bons souvenirs de beaucoup de visiteurs qui ont pu le découvrir dans la nef au milieu du parcours des sculptures. Voilà, je ne dirai pas plus loin, c'était plus un retour d'expérience que je voulais vous faire. En tout cas, encourager l'ensemble des collègues à cette curiosité retrouvée et finalement à convoquer les croisements disciplinaires dans leur établissement pour le plus grand émerveillement des publics. Merci beaucoup, cher Sylvain, pour ces retours d'expérience très variés et aussi très bien illustrés. C'était très agréable que vous puissiez aussi faire mention d'objets de collection. Ça rendait le propos extrêmement concret. De votre intervention, j'ai retenu notamment croiser nos disciplines. Et c'est vrai que cela ajoute incontestablement du sens aux objets, inventer de nouveaux formats et de nouvelles manières de travailler et oser faire ce pas de côté
pour regarder autrement et transmettre aussi sans doute de manière plus riche et différente aussi auprès de nos visiteurs.